Bonsoir à tous et bienvenue, deuxième détente de Panafricom de ce dimanche. Un dimanche consacré justement côté africain à la problématique de la souveraineté. La souveraineté aujourd'hui, on en parle beaucoup sous le ciel africain, on en parle dans les groupes associatifs, c'est-à-dire dans les groupes panafricanistes. Il y a un grand groupe, une plateforme de souveraineté panafricaniste qui s'est constituée. D'ailleurs, cette plateforme a comme parent politique le docteur Béomé Kojo Messan qui en réalité se revendique toujours et désormais de manière encore plus virulente ces derniers temps comme président démocratiquement élu du Togo lors de l'élection présidentielle de 2020. Mais nous allons prendre la direction de Libreville. À Libreville se trouve Privan Ngoma. Vous l'avez suivi dimanche dernier, très structuré, très fourni, très profond. Lorsque nous avons abordé la problématique des droits de l'homme, il allait puiser dans le passé préhistorique africain, historique africain, et il a posé la problématique sur la place du monde, une problématique mondiale aujourd'hui, nous l'avons abordée, nous allons y revenir. Si tel est le cas, en réalité, dans cette question des droits de l'homme, il y a deux axes qui se bousculent et qu'il y a des recherches qui se font sur l'axe qui est panafricaniste. Privan Ngoma est donc à Libreville avec lui. Et de manière spéciale ce dimanche, nous abordons donc la question de justement de la souveraineté et nous posons deux ou trois questions. La première est celle de savoir comment faire en sorte que les États africains deviennent véritablement souverains. Comment les populations, les peuples africains peuvent acquérir leur souveraineté, quelles sont les trajectoires, quelles sont les dynamiques, quelles sont les actions qui doivent être menées, quels sont les ressorts historiques, anthropologiques et même sociologiques de cette souveraineté, de la souveraineté sur le plan africain, pas sur le plan justement occidental. Privan Ngoma, bonsoir et bienvenue cher ami. Je rappelle que vous êtes du Nupawa et que vous êtes le coordonnateur de la plateforme de souveraineté, la plateforme panafricaniste de souveraineté. Et c'est la seule qui en ce moment est constituée ainsi comme plateforme que nous soutenons vivement. Cher ami, bonsoir et bienvenue. Comment va Libreville? Oui, bonsoir mon frère Etundi et bonsoir à tous les panélistes qui sont sur ce plateau. Bonsoir à l'équipe technique qui fait des efforts pour que nous puissions avoir cet échange à distance. Et bonsoir et merci à tous les auditeurs qui nous suivent et qui apprécient, je l'espère, ce que nous aurons à dire aujourd'hui et ce que nous avons dit hier. C'est la thématique sur la souveraineté que nous allons aborder aujourd'hui. Comment faire pour que l'Afrique, à travers ses peuples, soit souveraine. Oui, ça me semble être une thématique relativement intéressante. J'ai quelques éléments que j'aimerais soumettre à l'appréciation de ceux qui sont sur le plateau et j'espère qu'on va pouvoir avoir un bon débat fructueux à l'issue de cette étude. Naturellement, on espère que Valentin Bemouyeme, qui semble être pris par l'étau des intempéries, va nous rejoindre. Samuel Diododon Yumbi aussi, mais nous sommes déjà avec vous. Nous parlons de la problématique de la souveraineté des États africains, des peuples africains, du moins des Africains. Alors, est-ce qu'on peut, comme la semaine dernière, aller puiser dans le registre historique pour comprendre en réalité ce que c'est que la souveraineté vue sur le prisme panafricaniste et donc africain? Que de plus en plus, lorsque nous aurons à prendre la parole, nous en tant que Tamites, en tant qu'Africains, il importe désormais de situer certaines informations par rapport à notre réalité, par rapport à notre compréhension. Je veux ainsi dire que quand on parle de souveraineté, selon la définition, il est question d'indépendance. Un homme souverain, une femme souveraine est indépendante, où elle peut décider par sa seule volonté du destin de sa vie. Cet homme, cette femme, est en fait en mesure d'agir selon ses désirs. C'est cela la souveraineté, au sens définitionnel. Maintenant, comment comprendre cette définition de la souveraineté?
dans le cadre des paradigmes concomitants qui sont existants aujourd'hui en Afrique. Car comme vous le savez, depuis l'esclavage et la pénétration coloniale, l'Afrique vit maintenant un double paradigme. Son paradigme initial, historique, et le paradigme qui lui a été imposé et qu'on lui propose comme étant un modèle, une référence de qualité. Alors, comment comprendre justement la notion de souveraineté dans le paradigme sociétal kamite? Et comment comprendre cette notion dans le paradigme sociétal sémite ou alors occidental? De ce que j'ai pu comprendre dans mes différentes recherches, dans mes lectures et dans mes échanges, dans le paradigme sociétal kamite ancien, la pensée qui érige ce paradigme est plurielle. Elle est inclusive, c'est-à-dire qu'elle accepte la pluralité. Et à cause du fait que la société africaine vit dans une réalité communautaire, elle est fédérative du point de vue étatique. Ce sont en fait là les fruits de la civilisation matriarcale que l'Afrique a portée depuis l'époque du néolithique. Et cette civilisation a été une civilisation de paix, parce qu'elle a su justement préserver les identités différentes à travers l'inclusion et à travers l'approche fédérative sur laquelle s'appuie la communauté. Mais qu'est-ce qu'on constate du côté du paradigme sociétal caucasien ou occidental? Là-bas, la pensée y est singulière. Elle est même exclusive lorsqu'elle ne se pose pas comme étant la pensée unique. Et du point de vue de l'État, cette pensée est centralisatrice. C'est là également le fruit d'une civilisation patriarcale qui souvent s'est imposée par le fer et le feu, c'est-à-dire par la guerre. Donc voyez-vous, nous avons aujourd'hui en Afrique ces deux paradigmes portés par deux pensées différentes qui, à certains aspects, se contredisent. On l'a vu, l'unicité de la pensée est contraire à la pluralité de la pensée. L'approche centralisatrice est différente, voire contraire à l'approche fédérative. Mais alors, puisqu'il faut maintenant entrer dans la réalité africaine, vous savez que lorsqu'on parle de souveraineté des peuples d'Afrique, il faudra savoir comment est-ce que notre société était articulée. C'est très important. Nous avions plusieurs strates qu'il fallait respecter. Il y a la strate d'abord individuelle. L'individu, la personne africaine existe. Et on demande à cette personne de devenir ce qu'on appelle un muntu, c'est-à-dire un être qui est conscient et qui est responsable. Et ce être le devenait par les rites initiatiques où on apprenait ces choses sacrées, parfois ésotériques, et l'initié devait garder le secret. Et ainsi, la personne était responsable d'elle-même. Elle était autonome. Elle pouvait s'assumer et être responsable. C'est le premier niveau de souveraineté en Afrique. Le deuxième niveau est la souveraineté familiale. Cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, doit être responsable de sa famille, c'est-à-dire décider de l'orientation que sa famille doit prendre, des décisions qu'il faut assumer pour l'avenir de la famille. C'est le deuxième niveau de souveraineté en Afrique, dans les temps anciens. Le troisième niveau est la souveraineté clanique, le clan, c'est-à-dire la somme des familles qui ont un même ancêtre. Et donc, il fallait avoir une souveraineté du clan ou alors une indépendance du clan, et cela se faisait à travers des rites d'appartenance et des rites claniques en réalité. Donc là, nous avons la troisième forme de souveraineté qui s'exprimait dans les villages africains, post ou plutôt pré-esclavage. Il y a ensuite, au-dessus de la souveraineté clanique, la souveraineté tribale. Qu'est-ce que la tribu? La tribu, c'est une somme des clans, une somme des clans. Et là également, nous avons une indépendance de la tribu à travers des rites d'appartenance à la tribu, des rites tribaux. Et le cinquième niveau est la souveraineté ethnique. Qu'est-ce que l'ethnie? Au sens où nous le comprenons. Mais c'est la somme des tribus. La somme des tribus. Et donc, nous avons une indépendance de l'ethnie qui devait assumer sa souveraineté. Il y avait des rites ethniques autour de cela. Et enfin, le dernier niveau est la souveraineté nationale. Au sens où la nation serait la somme de toutes les ethnies. Et ces ethnies-là, dans cette nation, doivent assumer leur indépendance. Indépendance donc nationale.
Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment, après avoir compris ce rapport stratifié de la souveraineté dans les structures sociétales africaines, comment le pouvoir était-il exercé? Il y avait le pouvoir d'abord individuel, que chacun avait sur sa personne. Il y avait le pouvoir familial qui était assuré par le chef de famille, le pouvoir clanique assuré par le chef du clan, le pouvoir tribal assuré par le chef de tribu, le pouvoir ethnique assuré par le chef de l'ethnie, et le pouvoir national qui peut être assuré soit par un roi, soit par un empereur. Et vous voyez que toutes ces structures, lorsqu'elles existaient, au niveau du royaume, au niveau de l'empire, étaient des structures fédératives, au sens où elles étaient plurielles par leur composition, elles étaient inclusives et elles respectaient les identités diverses. De sorte qu'on n'avait pas besoin de centraliser dans une seule forme toute une réalité technique qui naturellement aurait oppressé, c'est-à-dire aurait fait disparaître d'autres entités. Or, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est que le paradigme occidental, qui lui met de côté cette réalité, s'impose en Afrique. Il s'est imposé d'abord avec l'époque du monopartisme, qui a récusé toute diversité politique, et aujourd'hui, on le voit, il s'impose à travers des systèmes dictatoriaux soutenus par l'Occident, qui entendent diriger l'Afrique selon, non pas les schèmes kamites, les schèmes africains, mais selon la réalité de la pensée occidentale, qui ne nous convient pas. Alors, notre rôle aujourd'hui, et je finis là, c'est de comprendre que si l'Afrique est riche, c'est par cette diversité. Et dans les temps anciens, les pouvoirs africains respectaient la pluralité. Parce que cette pluralité se retrouvait dans l'agrégat socio-culturel diversifié des populations africaines, à travers leurs rites qui étaient différents, à travers leurs us, leurs coutumes, leurs traditions. L'Afrique avait à l'époque un État multisociétal. C'est important à relever, multisociétal. Ça explique pourquoi, justement, l'Afrique a autant de langues. Car s'il n'y avait eu qu'une seule langue en Afrique, ça supposerait qu'on ait fait disparaître les autres langues. Comme ça se passe, par exemple, dans les pays occidentaux. La France, on parle le français. Que devient le catalan? Que devient le breton? Que devient le basque? Ce sont des langues qui ont disparu à cause de l'approche d'une pensée unique. Oui, parce que nous avons préservé les diversités, l'Afrique avait un État, dans ses empires ou ses royaumes, avait un État multilinguiste. Et on respectait ainsi les différentes traditions et les sagesses des différents peuples. Donc, je suis en train de dire que cette présentation que je viens de faire, moi, en m'appuyant sur ma réalité culturelle, car je suis un étant, j'appartiens au peuple qu'on appelle Fambekou Boulou. Je suis précisément un Tounou, donc un étant. Ce que j'ai dit, s'agissant de la stratification sociétale des peuples d'Afrique, je suis persuadé que ceux qui sont sur ce plateau ou ceux qui nous écoutent sont capables de refaire le même discours en reprenant les mêmes réalités stratifiées que j'ai présentées. Pourquoi? Parce que nous sommes simplement les héritiers d'une culture africaine diversifiée qui a sa source dans l'unité culturelle kamite, telle que nous a enseigné le professeur Cheikh Anta Diop. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu sur le plan des fondamentaux et des définitions, avant de rentrer maintenant sur la contemporanéité de la situation actuelle de l'Afrique pour ce qui est de la problématique de la souveraineté. Merci de m'avoir écouté. J'ai été un peu long, mais c'était important de poser quand même des bases fondamentales que nous sommes en train d'oublier et qu'il faut maintenant, autant que possible, à chaque fois, rappeler. Les autres vont certainement nous rejoindre ou je ne sais pas, ben, nous restons avec vous parce que l'une des bases que vous avez posées nous permet déjà, avant même d'entrer dans la problématique, de nous poser une question, de poser la question de savoir si le basque, si le breton, si les autres ont disparu de l'autre côté à cause de la pensée unique et que cela les a permis d'aller à un type de souveraineté, comment est-ce qu'il y a une géométrie à faire pour qu'aujourd'hui, puisque ce qui est clair, c'est que le Toumou ne va pas disparaître, le Fan ne va pas disparaître, le Bassa et tout cela, ces composantes avec leur langue restent. Comment faire en sorte qu'il y ait donc une grille ou alors une base souverainiste en fonction de cette diversité? Alors, nous avons le choix en Afrique
entre maintenir l'axe civilisationnel occidental qui nous a été imposé depuis le XVe siècle, ou alors revenir axe de départ, compte désormais des réalités qui vont s'imposer à nous. Ces deux approches différentes. Dans une première approche, nous sommes dans un mimétisme total, voire stupide, sans réflexion, sans créativité, sans inventivité. On se contente simplement de répéter ce que l'Occident a fait, estimant que ce que l'Occident fait est bien. Et vous entendrez beaucoup qui disent qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Si l'Occident a bien pensé, et si l'Occident semble réussir, nous n'avons qu'à suivre le même chemin. C'est une approche que je connais, que je ne partage pas, et que je combats même. Et puis il y a celle qui dit, nous sommes à l'origine de la civilisation humaine. Nous avons en nous le génie et les ressorts nécessaires pour proposer une autre démarche, une autre façon de faire. Toute celle que nous constatons aujourd'hui conduit le monde à sa perte. Donc, n'est-il pas devenu le temps de se re-axer sur ce plan civilisationnel? C'est ça la vraie question de fond, mon frère Etouni. Que faisons-nous aujourd'hui, élite africaine? Sommes-nous les héritiers du pacte colonial de Munich? Allons-nous consacrer les pseudo-souverainetés circonscrites aux frontières artificielles voulues par l'Occident pour ses seuls intérêts? Ou allons-nous plutôt envisager une autre Afrique dont nous allons considérer que les frontières naturelles que seul Dieu a tracées? C'est-à-dire, pour l'Afrique, 3 frontières. Je vais ici les rappeler. Il y a la frontière du nord avec la mer Méditerranée. Il y a la frontière de l'ouest avec l'océan Éthiopia, que l'on a rebaptisé Atlantique. Et enfin, il y a la frontière de l'est avec l'océan Indien. Voici les 3 frontières que moi, je reconnais que l'Afrique a, que seul Dieu a tracées. Mais à l'intérieur du continent, vous voyez que nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Nous pouvons partir du Cap et monter jusqu'à Carthage, en Tunisie, à pied ou à vélo. Sur elle-même, nous convie à un bloc naturel et géographique. Pourquoi nous allons continuer à accepter cette pseudo-frontière artificielle qui divise l'Afrique stupidement? Donc, on ne peut pas concevoir, du moins nous les néo-panafricanistes, nous ne pouvons pas concevoir la souveraineté du continent africain si on ne prend pas en compte cette réalité géographique qui est un bloc unique. Donc nous nous inscrivons en fond contre le principe d'intangibilité des frontières marquées par l'OUA, puis son héritière, l'Union africaine. Nous contestons cela. Si nous parlons de souveraineté, eh bien la souveraineté, elle est africaine continentale. Elle ne peut pas être résumée à des blocs morcelés du continent qui ont bien voulu pour les autres. Voilà la position de principe que nous avons. À base des éléments fondamentaux culturels et historiques que j'ai rappelés au propos. Donc, je vais poser ces éléments-là pour ensuite répondre aux prochaines questions. De la sorte, vous comprendrez mieux mon cheminement et mes réponses. Alors, merci, on reste toujours avec vous. Je rappelle que Samuel Dieu de Doyumbi, on va peut-être le retrouver, je ne sais pas. Valentin Bemouyene, pris par les intempéries. Alors, pour vous, qui êtes président du New Power, qui êtes coordonnateur de la plateforme panafricaniste de souveraineté et qui militait dans tous les mouvements justement panafricanistes et vous suivez cette dynamique, comment se pose donc aujourd'hui l'opérationnalité ou l'applicabilité de cette souveraineté, que ce soit au niveau des peuples, que ce soit au niveau des États? Alors, il y a déjà une chose qu'il faut relever, c'est que autant les souverainetés au niveau des peuples ont été déstabilisées, car les chefferies ont perdu l'autorité qu'elles avaient d'antan, et le chef était le dépositaire de la tradition qu'il transmettait donc non seulement à sa famille, mais à l'ensemble de la communauté dont il était le parent. Donc, dès l'instant où ces chefferies aujourd'hui sont reléguées au second ordre ou sont totalement dédivisées, eh bien, on a déstabilisé une forme
de souveraineté qui avait son importance en Afrique. Bien heureusement, certains pays, je pense naturellement au Bénin, au Nigeria et même en Côte d'Ivoire, respectent encore les autorités et chefferies traditionnelles. Mais c'est un respect qui les relègue à une position accessoire de supplétif. Il faudrait au contraire que de plus en plus on donne à ces chefferies africaines le rôle qui est véritablement le leur, c'est-à-dire participer à la construction de l'État africain. L'État africain post-néocolonial. Donc, ça c'est pour le mot relatif aux souverainetés des peuples. Je dis donc que ces souverainetés sont déstabilisées, puisque les peuples, à travers la chefferie, ne sont plus reconnus et n'ont même pas leur place souvent au Parlement où on prend les bonnes décisions, encore moins au gouvernement. S'agissant maintenant des souverainetés étatiques, c'est très important ce que vous venez de dire. Je vais m'en tenir simplement à la sous-région d'Afrique. Quelque chose d'assez grave et crucial qui, ma foi, reste considéré de manière banale et n'est pas prise en compte. Vous venez de dire que les chefferies traditionnelles ont perdu leur autorité. Pire, elles ne participent pas à la gestion ou à l'organisation du pouvoir. Vous venez de parler de l'Assemblée nationale. C'est vrai que dans certains pays comme le Cameroun, on a eu les conseils régionaux où les chefs sont là. Mais ce que vous dites là est bien grave. Ça veut dire que avec cela, le peuple a difficilement sa souveraineté pour vous. On va continuer. Oui, je pense quand même que vous manquerez cette justice en reconnaissant que dans la constitution du Cameroun, et c'est aussi le cas au Gabon, puisque nous avons tous plagié la constitution française, il est vraiment question d'octroyer aux chefferies africaines un quelconque pouvoir. Bien au contraire, on les déracine et on les laisse comme ça flotter dans l'air, de sorte que non plus un quelconque pouvoir, une quelconque représentation au sein des populations qu'elles ont administrées, ou du moins les ancêtres ont administrées bien avant, dans les siècles précédents. Donc il y a effectivement cette déstabilisation qu'il faut constater. Alors que faisons-nous? Il faut réhabiliter le rôle de la chefferie. Il faut réhabiliter le rôle du leadership communautaire. Il faut le faire. C'est la seule façon de préserver nos clans, de préserver nos tribus, de préserver nos ethnies qui sont malheureusement combattues par le système de la pensée qui a été mis en place par les Occidentaux. Si vous me permettez un élément de réflexion, qui c'est vrai est corrélé au sujet, mais qui, de mon point de vue, demeure une partie quand même importante. Sous la colonisation, les gouverneurs français qui dirigeaient l'AEF et l'AOF, ils n'ont jamais été victimes dans leur politique de clanisme ou de tribalisme ou d'ethnicisme, n'est-ce pas? Non. Ces questions-là, politiques, que je viens de citer, ne faisaient pas partie du jargon que le gouvernement devait absolument combattre. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que dès 1960, eh bien, des mots sont entrés dans le jargon politique, comme le clanisme, comme l'ethnicisme, comme le tribalisme. Et ces mots, M-O-T-S, étaient des mots M-A-U-X pour le développement du continent africain, notamment en zone francophone. On nous a dit que le clan n'était pas bien, on nous a dit que la tribu n'était pas bien, on nous a dit que l'ethnie n'était pas bien et ne participait pas à la mise en place d'un processus qui permettrait à nos pays de se développer. Il faut donc aller en lutte contre le clanisme, contre le tribalisme, contre l'ethnicisme. En d'autres termes, il fallait aller en lutte contre ce qui structure la société africaine depuis des millénaires. Mais si vous détruisez les éléments fondamentaux de nos structures, comment voulez-vous après que nos communautés soient souveraines? Si elles ont perdu toute leur part vivifiante qui donne naissance à leur vie et qui donne naissance justement à leur réalité. Donc, nous, au New Power, nous avons décidé de revaloriser le clan, de revaloriser la tribu, de revaloriser l'ethnie, oui. Et c'est une position à contre-courant de ce qui a été enseigné par les officines françaises, qui veulent ainsi nous déstabiliser. Au clanisme
nous allons désormais opposer la clanité, c'est-à-dire le fait de revendiquer son clan, sans faire de tort à personne. Au tribalisme, opposer la tribalité, c'est-à-dire revendiquer sa tribu, sans faire de tort à personne. Et à l'ethnicisme, nous allons opposer l'ethnicité, c'est-à-dire revendiquer son ethnie, sa réalité culturelle, son identité africaine, car c'est dans cette identité que l'on trouve le génie pour construire l'Afrique de demain. Voyez-vous, nous allons opposer désormais les concepts qui nous ont fait du tort et qui ont été négatifs par leur approche à des concepts qui sont désormais positifs. Et c'est ainsi que nous allons remettre en place les éléments fragmentés de notre souveraineté africaine. C'est cela. Nous voulons aller vers une souveraineté communautaire qui doit se faire d'une manière pacifique. Là, maintenant, je rentre dans le caractère de souveraineté. Oui, tout à fait. Que vous abordiez, allez-y. Nous avons au Cameroun, ou au Gabon, ou dans les pays francophones, qui nous a été inspiré, voire imposé par la France, annule les souverainetés des peuples. C'est clair. Il y a naturellement une opposition entre l'État africain et les peuples d'Afrique qui subissent cela, sans véritablement y prendre part. Nous sommes maintenant pour réconcilier cette réalité de la souveraineté étatique centralisée qui nous oppresse et cette réalité de la souveraineté des peuples qui doit remonter en puissance. Car on va construire l'Afrique avec les Africains. Mais l'Africain s'identifie par rapport à son ethnie, par rapport à sa tribu et par rapport à son clan. Et non pas par rapport à une nation, à une pseudo-nation circonscrite à des frontières artificielles. Nous pensons que la décentralisation, et je vais finir là, la décentralisation, voire la fédération des provinces ou des régions communautaires est un chemin à suivre pour commencer à entreprendre le long parcours qui permettra de reconquérir notre souveraineté endogène d'abord, au niveau des peuples, et ensuite étatique. Et au niveau étatique, nous allons changer la forme de l'État pour que cet État s'adapte à des réalités africaines qu'on aura réussi à remettre en exergue pour que nous puissions évoluer dans un ethos culturel et politique qui correspondent à notre identité africaine. Très bien, hein, on reste avec vous parce que je constate que vous êtes pratiquement l'invité spécial avec les intempéries au cours de cette édition. Mais alors, pour vous, vous venez de dire les solutions appropriées au niveau de l'ethnicité, de la tribalité, je sais pas, ethnicité, tribalité et de la clanité. Or, aujourd'hui, le véritable problème, c'est le système occidental qui est là et qu'il faut suivre. Mais nous, on sent la structuration et la systémisation qui, en réalité, dépouille parfois même l'État avec ce qui se passe, avec les inféodations, avec bien d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui puisse être fait pour qu'il y ait un alliage entre cette nécessaire souveraineté du peuple à partir de la base traditionnelle et avec les ingrédients justement africains jusqu'au sommet de l'État? Est-ce qu'il faut refaire la configuration des États? Est-ce qu'il faut, vous avez toujours un État continental africain, mais est-ce que les États en eux-mêmes doivent disparaître? Quelle doit être la structure aujourd'hui pour vous? C'est là une très bonne question. Et je vais essayer d'y apporter quelques éléments de réponse. Je ne prétends pas avoir la solution, mais je vais essayer de donner les éléments sur lesquels nous travaillons depuis et je peux me permettre aujourd'hui de livrer quelques points. Je disais tantôt qu'il fallait qu'on réconcilie la souveraineté des États avec la souveraineté des peuples. Pourquoi? Parce qu'avant l'esclavage, avant que l'Afrique ne soit déstabilisée par des phénomènes venus d'ailleurs, par le traumatisme collectif, nous avions des structures étatiques qui étaient portées par les réalités sociétales africaines. Oui. En d'autres termes, de la même manière que nous concevions notre souveraineté au niveau individuel, au niveau familial, au niveau clanique, au niveau tribal, au niveau ethnique et au niveau national,
Eh bien, de la même manière, nous faisions en sorte que l'État qui nous représentait et qui était la force publique porte justement cette approche que nous avions. Il y avait donc une conformité entre la réalité sociétale, culturelle africaine et les États que les Africains ont mis en place. Je vous ai parlé du caractère multilinguiste des États africains. Si vous prenez l'empire du Mali, sous un État, ou si vous prenez l'empire Congo, sous le Mali-Congo, mais à la cour du roi, il y avait des conseillers. Et ces conseillers parlaient plusieurs langues. Ils étaient issus des différents royaumes de l'empire. Donc, il n'y avait pas une seule langue pour le royaume Congo. Certes, il y avait la langue de l'empereur, mais il y avait aussi des autres langues qui existaient. Jamais l'empereur n'a pensé imposer sa seule langue sur l'ensemble des différents royaumes de l'empire Congo. Jamais il n'a pensé. L'empire du Mali, on parlait le Bambara, c'est vrai, mais on parlait aussi le Soso, on parlait le Peul. Vous voyez, il y a une approche que nous avions, c'est-à-dire la langue qui portait, qui véhiculait les valeurs, les traditions. Cette langue-là, elle était respectée. Et c'est à partir de cette langue-là que l'on pouvait imaginer des formes d'organisation étatique. C'est un élément important. Et pourquoi il y avait plusieurs langues? Et parce qu'il y a plusieurs peuples qui vivent sous une même réalité étatique. Donc l'État multisocial. Et ces États ne peuvent véritablement exister que lorsqu'il y a un respect des identités. Et sur le plan étatique, c'est par la fédération qu'on arrive à mettre ensemble des personnes différentes. Du moment qu'on fixe un même but, un but commun, et acceptent de vivre ensemble. Donc, le caractère fédéral, le caractère multilinguiste et le caractère multisociétal sont des caractères qui ont toujours imprimé les États africains pré-coloniaux ou pré-esclavagistes. Mais pourquoi allons-nous réinventer ce que les anciens nous ont légué, même si cela a été déstabilisé par les traumatismes collectifs venus d'Eurasie? Pourquoi? Il nous suffit simplement de chercher à nouveau à les remettre en valeur, aller les puiser dans le fond où on les a enfouis, pour chercher et trouver le génie qui a permis à l'Afrique pendant des millénaires d'être ce continent qui fut un arbre de paix, qui fut organisé et qui a produit les plus grandes civilisations humaines. Voyez-vous? Donc, nous avons tout le matériau pour apporter des solutions. Et il faut pour cela que nous sortions de ce complexe de négro-infériorité qu'on nous a inculqué depuis l'esclavage, et surtout que nous puissions remettre en cause la falsification de l'histoire, et donc remettre en cause le modèle qu'on nous présente comme étant le meilleur, alors qu'il n'en est rien. Donc, il y a déjà ce travail psychologique que nous devons réaliser. Et c'est une élite, justement, qui a ces propriétés-là, qui est à même d'apporter des solutions. Alors, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Nous entrons là dans le champ des solutions. Que faut-il faire? Ce sont ceux qui sont complexés. Ce sont ceux qui ont fait un retour aux sources. Ceux qui ont pris conscience que le génie africain est porté en eux. Et nul n'a besoin d'aller chercher des maîtres à l'étranger. Ce sont ceux-là qui pourront apporter des solutions très concrètes au continent africain. Et notre mission, nous qui avons fait ce parcours initiatique de régénération de la personnalité kamique, c'est notre rôle de pouvoir maintenant passer le message à la jeunesse qui nous écoute à travers, par exemple, cette émission, de lui dire qu'elle a en elle tout le potentiel de créativité pour imaginer des schémas africains qui s'appuient sur la tradition vertueuse pour que demain, l'Afrique renaisse. La réconciliation de la souveraineté des peuples et de l'État passe déjà par ce travail psychologique individuel. Donc, vous voyez, question et de formation.
dans notre esprit, nous devons revoir de fond en comble les manuels pédagogiques qui nous viennent de France. Nous devons apprendre l'histoire de l'Afrique aux Africains, l'histoire des peuples africains aux jeunes Africains. Du peuple écan, qui nous soit enseigné à l'école. Rien. Vous demandez à un jeune écan, c'est-à-dire un enfant de Tiboulou, vous demandez à un jeune Peul, vous demandez à un jeune Bamileke, si à l'école, au Cameroun, au Gabon, ou bien au Mali, on lui a appris l'histoire de son peuple, l'origine de ce peuple, la langue de ce peuple, la culture de ce peuple, il vous dira que non. Il est pourtant africain, mais il ignore sa langue. Mais c'est voulu. Il ignore sa culture, mais c'est voulu. Qu'est-ce qu'on lui enseigne? On lui enseigne le territoire de France, on lui enseigne l'histoire de France, on le déracine. Donc pour nous, quand vous parlez de souveraineté, ça commence déjà par ce retour aux sources qui ne peut être possible que par l'éducation. L'éducation, ce serait de revoir de façon fondamentale, de fond en comble, l'éducation que l'on donne à nos enfants, depuis la classe primaire jusqu'à l'université. Donner désormais une place prépondérante à la culture africaine, à l'histoire africaine et aux langues africaines. C'est cela qu'il nous faut maintenant. Apprendre l'Afrique aux Africains et non plus apprendre la France aux Africains. Ça, c'est pour moi un élément fondamental. Je pourrais après entrer sur des aspects beaucoup plus techniques et beaucoup plus pratiques sur le plan institutionnel, sur le plan constitutionnel, sur le plan des aspects infrastructurels. Mais avant d'abord d'entrer dans ces éléments qui pour moi relèvent du détail technique, je voudrais m'appesantir sur les éléments fondamentaux. Et là, si nous voulons avoir une souveraineté, elle passe d'abord par la remise en cause psychologique, l'adaptation d'une nouvelle psyché, une nouvelle psychologie africaine, régénérer notre personnalité et être conscient que nous sommes capables, en tant qu'être humain, en tant que Muntu, de poser des actes positifs qui permettent non seulement de nous faire vivre mieux, mais également qui permettent à toute l'humanité de vivre mieux. Car c'est cela la mission de l'Afrique. Apporter sa lumière à toute l'humanité, apporter sa richesse à toute l'humanité. C'est ça notre mission. C'est fondée depuis le commencement. Nous avons été les premiers hommes sur la terre Kama. Alors, très belle démonstration comme vous en avez l'habitude. Je rappelle qu'on ne va pas vous abuser, mais on va quand même encore aller avec 2 ou 3 questions. La première est celle donc de savoir tout ce que vous venez de dire là. Lorsque vous regardez maintenant l'Afrique au quotidien, vous regardez la jeunesse, vous avez les représentations, vous avez les imaginaires, vous avez le mouvement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une base qui se met en place pour faire rejaillir ce que vous êtes en train de dire là? Alors, je vais vous donner là un sentiment. Car vos questions, en fait, renvoient à une information qui doit être factuelle. Je vais vous dire, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que j'ai ce fait? Est-ce que j'ai une étude statistique sociologique qui pourrait venir conforter mon sentiment ou mon impression? Non, je n'ai pas d'étude, je l'avoue. Or, l'étude aurait pu nous apporter des éléments plus objectifs, n'est-ce pas? Alors, je vais en tenir à ma subjectivité, à mon impression. Je pense qu'en Afrique, dans le continent Kama, vous avez une double réalité qui se superpose à cause des 2 paradigmes que j'ai signifiés au début. Vous avez une réalité qui relève du potentiel, c'est-à-dire des Africains qui, au fond, restent potentiellement attachés à leur culture, par leur langue, par leurs coutumes, par leur us. Et puis par la terre, par l'histoire qu'on leur raconte, les histoires de famille, les histoires personnelles. Beaucoup d'Africains sont attachés à ça. C'est leur ethos naturel, leur ethos culturel. Ils sont attachés à ça. Et donc, l'espoir est là. Dans ce potentiel qui vit, l'espoir est là. Et puis au-dessus, vous avez une structure, une métastructure
qui, par la violence, s'est imposé et veut se maintenir, en s'appuyant sur quelques éléments africains qui ont préféré s'en tenir aux intérêts des agresseurs, aux intérêts du moment que eux, on leur donne quelques miettes. Et tenez-vous, des miettes en milliards, mais ça leur suffit pour accepter d'étouffer cette réalité potentielle qui ne demande qu'à s'exprimer et à devenir effective. Donc, c'est la lecture que je fais de la situation en Afrique, c'est-à-dire une réalité en devenir et qui aujourd'hui est frustrée et bloquée parce que des forces obscures de l'extérieur maintiennent une chape de plomb. Et donc la souveraineté dont on parle aujourd'hui, la souveraineté étatique, elle est organisée par ces forces extérieures avec leurs complices intérieurs. Cette souveraineté-là qu'on nous brandit aujourd'hui, dont on nous parle aujourd'hui, quand on dit que l'État du Gabon, le gouvernement du Cameroun, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement du Bénin, c'est cette souveraineté factice-là qu'on nous présente, voulue par les Occidentaux, avec leurs complices africains. Mais bientôt, le potentiel qui gît, et qui s'appuie sur la réalité, la substance même africaine, qui n'a pas été détruite, qui a été déstabilisée, qui a même peut-être été enfuie, mais qui n'a pas été détruite. Bientôt, ce potentiel qui est en train de se mouvoir va s'organiser à travers des forces de construction. Et en s'organisant, il va devoir affronter de façon peut-être brutale la souveraineté étatique imposée par l'extérieur. Ce que l'on voit déjà au Mali, ce que l'on voit au Burkina Faso, ce que l'on voit en Guinée, ce que l'on voit au Centrafrique. Donc vous avez cet élan populaire qui monte en puissance et qui va finir par vaincre cette force qui domine le peuple africain depuis si longtemps. Et quand la victoire sera assurée dans ce combat, il reviendra alors à ceux qui ont triomphé d'organiser maintenant l'Afrique selon l'étoffe, selon la culture, selon la situation africaine. Mais une situation africaine qui sera désormais actualisée, car des éléments impondérables du monde se sont imposés et avec lesquels maintenant il faudra tenir compte. C'est ainsi que moi, je vois les choses évoluer. Puisqu'on me posait la question de manière subjective, c'est ainsi que je les vois. Peut-être qu'une étude sociologique pourrait nous dire si ce potentiel que j'imagine existe réellement et que ce potentiel est en capacité d'apporter l'alternative que l'Afrique attend pour sa renaissance. Alors, on va sortir par là. Comment vous percevez donc, vous avez cité les foyers, c'est-à-dire les foyers qui aujourd'hui font l'alliage ou le mariage entre la base du peuple et les échelles ou les échelons ou les étapes à franchir jusqu'au sommet de l'État. On a vu le mariage ou l'alliage au Mali pratiquement, c'est le plus exemplaire, où le peuple, je me souviens d'un 14 janvier dernier, où en principe après les sanctions de la CEDEAO, de l'UEMOA, c'est pratiquement un communiqué du gouvernement de transition et du chef de l'État qui a mis au moins 4 à 5 millions de populations dans les rues, déjà du Mali et d'autres dans le monde. Alors, est-ce que vous mesurez la force adverse qui aujourd'hui veut aller contre cette émanation ou cette émancipation justement des peuples et des États pour fonder des États ou des nations beaucoup plus représentatives par l'alliage peuple et dirigeants? Alors, vous me posez la question d'une alternative possible. Oui. Elle est difficile à répondre. Il faudrait être devin pour pouvoir donner une réponse avec autorité et assurance. Je vais donc, en tant qu'humain, avec ma modeste compréhension des réalités géopolitiques, vous donner ma réponse.
si on s'en tient à la dimension spirituelle seulement, il est dit dans certains mythes que le bien et le mal s'affrontent et que le mal, qui souvent le premier porte l'attaque primordiale, peut gagner la partie un moment. Le moment peut même être long. Mais arrive le moment où le bien va s'imposer. Car le principe du bien est un principe vertueux qui toujours sera au-dessus du principe vicieux qu'est le mal. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle que j'énonce là. Et ceux qui sont mystiques, ceux qui sont ésotériques, ceux qui sont spirituels, la connaissent. Elles connaissent, ces personnes connaissent le primat du bien sur le mal. Comme il y a le primat de l'immortalité sur la mortalité. Le primat de l'esprit sur la chair. Donc nous menons un combat. Depuis que nous avons été dépossédés de notre terre, nous menons un combat pour la restauration de notre dignité et de notre souveraineté. Le mal a triomphé quand il a pris possession de nous. Mais depuis que nous nous battons, nous reprenons des parts de terrain qu'il avait conquis. L'Afrique est en train de revenir dans sa forme de puissance et sera bientôt souveraine, car elle est consciente des enjeux. Voyez-vous? Et je reste persuadé que ce qui se passe aujourd'hui au Mali présente de la manière la plus éclatante ce qui va se dérouler dans l'ensemble de l'Afrique francophone. Un peu comme ce qui s'est passé en Indochine, en Asie, a été un élément annonciateur de ce qui s'est passé dans toutes les colonies d'Afrique francophone. Et ce qui s'est passé en Inde, bien avant, a été tout aussi annonciateur de ce qui s'est passé dans toutes les colonies de l'Empire britannique. Donc nous sommes là aujourd'hui à une phase très critique de l'évolution de l'Afrique. Et, je le crois, du déclin de la France et de l'Europe. Pourquoi? Parce que comme le principe des vases communicants, quand l'Afrique gagnera, eh bien c'est la France et l'Europe qui va perdre. Parce que la France et l'Europe s'appuient ou appuient leur mode économique et politique sur la prédation des richesses africaines. Aujourd'hui, c'est connu. Donc tous les Africains sont conscients de cela. Les discours d'aide, les discours de soutien, les discours autour de la dette, c'est d'enfumage. Ce qui importe les Occidentaux, c'est avoir le contrôle de nos matières premières. Et pour cela, il ne faut surtout pas que l'on soit souverain pour pouvoir disposer de nos propres ressources naturelles et enfin, laisser inventer, comme disait Thomas Sankara, notre avenir. Nous sommes forcément en lutte contre la prédation occidentale. C'est elle qui est à l'origine de notre absence de souveraineté. Il faut le comprendre. Donc, si nous voulons devenir souverains, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter ces forces obscures. Sont-elles invincibles? Non. L'histoire a montré que non, elles ne sont pas invincibles. Disposons-nous des moyens nécessaires, du potentiel requis pour les affronter et pour réussir? Oui. Nous disposons de tous ces moyens. Devons-nous faire des alliances géostratégiques pour en finir avec nos adversaires? Je pense que le bon sens impose ces alliances géostratégiques. On l'a vu avec le cas du Centrafrique, de Touadéra. On le voit également avec le cas du Mali, de Assimi Goïta. Et je suis persuadé que la Guinée de Doumbouya et le Burkina Faso de Traoré vont emboîter le pas. Nous comprendrons désormais que tant qu'ils n'ont pas la puissance nucléaire, ils sont malheureusement la proie facile du bloc impérialiste occidental. Donc avoir pour l'instant un allié qui dispose d'armes nucléaires leur permet de relever la tête et d'avoir des armées qui soient plus professionnelles. C'est le cas aujourd'hui au Mali. Grâce à l'accord de coopération militaire que le Mali a avec la Russie, eh bien son armée commence à avoir en si peu de temps
ce qu'elle aurait dû avoir avec la France depuis plus de 62 ans de coopération militaire. Donc, nous avons en réalité le potentiel pour gagner ce combat. Nous avons les hommes, les femmes déterminées, nous aurons des alliances stratégiques sur le plan militaire et sécuritaire, et dès l'instant où ce combat sera gagné, nous disposons de la matière première, des ressources naturelles, qui fait tant défaut à l'Europe, et nous avons les ressources humaines, une jeunesse qui sera la plus importante du monde d'ici 2050. Donc, de quoi avons-nous peur? De rien. Justement, de cette peur que la France a réussi à distiller dans l'esprit de nos dirigeants, au point de les garder dans une totale inertie. Et cette inertie, je vous l'ai dit, elle se situe dans les niveaux supérieurs de la souveraineté étatique venue de l'extérieur. Mais au niveau de la base, bien le feu gronde, le feu bout, et il va exploser. Nous en sommes convaincus. Donc, je garde beaucoup de confiance quant à la capacité de nos populations, notamment la jeunesse, de prendre son destin en main en affrontant l'adversité et en gagnant ce combat. Car nous n'avons pas de raison de penser que sur notre terre d'Afrique, nous ne pouvons pas redevenir souverains. Car les autres, sur leur terre, ils le sont. Nous devons, sur notre terre, également être souverains, mais cela passe par un combat franc avec l'adversaire, et il ne faudra pas mélanger nos efforts, car notre dignité est à ce prix-là. Merci donc à vous. J'annonce déjà dans le registre de la semaine 52 minutes de vérité. Ce sera un prolongement de cette problématique. 52 minutes de vérité. Comment se porte le Gabon, l'échiquier politique gabonais. Vous serez sur la vitrine. Et naturellement, j'ai dit ces émissions-là, en principe, même ceux qui sont au pouvoir peuvent y venir parce que nous évoluons désormais et personne ne va nous arrêter dans le registre de la contradiction. Car en réalité, disait Hegel, de la contradiction, la contradiction étant le moteur de l'histoire, de la contradiction jaillit la vérité. Donc, pratiquement en semaine, nous aurons sur 52 minutes de vérité. Merci de vous être prêtés, les autres ne sont pas là, c'est pour ça que sans vous épuiser, on va vous laisser partir et donc boucler cette édition de Panafrique. Comme la première partie, c'était déjà avec Luc Michel sur des questions du Détroit et des États-Unis. La seconde, c'est avec vous. Merci de vous être prêté à ce jeu et de répondre aussi présent en semaine sur 52 minutes de vérité sur la situation politique au Gabon. Chaque État va passer au vitrine, à la vitrine ici là, et naturellement vous serez appelés aux autres formats classiques qui sont 7 mondes, Géo2 et naturellement Panafrique comme le dimanche. Mais 52 minutes de vérité, vous serez informés en semaine du jour et de l'heure. Merci pour cette contribution sur la réflexion qui reste permanente de la nécessité des peuples africains et des États africains d'acquérir véritablement leur souveraineté. Merci.